Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous allons voir un ventirad extrêmement connu, extrêmement populaire, parce qu'il a des performances très bonnes, malgré son prix. Il est compatible avec absolument tout, hein, c'est de toute façon marqué là, enfin tout ce qui est actuel en tout cas, mais même des trucs assez vieux, hein, comme le 775, qui est le socket des corps de duo, des corps de quad, et des Pentium 4, hein, des Pentium 4 deuxième génération, pas la première génération, non, même la troisième génération, parce qu'ils ont changé 3 fois de socket. Purée, le Pentium 4, quand on y réfléchit, il a vraiment duré longtemps. Alors que c'était vraiment de la merde. Allez, dis coucou Paul à la caméra, toi qui fais rien du tout comme ça. Mais non, dis coucou à la caméra, ici on te voit pas. Voilà. Alors il y a aussi, bien entendu, Dark Ventura de Mania of Nintendo, étant donné que c'est sur son PC qu'on va l'activer, l'installer, je veux dire plutôt, ça serait mieux. Alors c'est la deuxième version de ce truc là, hein. Le Hyper 212 existe en version Plus et en version Evo. La version Evo, sa seule différence avec la version Plus, c'est que maintenant elle coûte moins cher que la version Plus, ça c'est génial, parce qu'elle est très légèrement meilleure, étant donné que le ventilateur a été rendu un petit peu plus silencieux, et la base, que l'on ne voit malheureusement pas du tout sur la boîte, ce qui est dommage parce que c'est le gros argument de ce truc là. Putain, ils sont cons chez Cooler Master, pourquoi ils ont pas mis la base en photo, étant donné que c'est le gros argument de vente de cette machine, c'est que la base et les pipes, les heat pipes sont, ou les caloducs comme on dit, sont en direct contact avec le processeur, ce qui fait qu'il n'y a pas de plaque en cuivre ou en aluminium ou en je ne sais quoi qui est entre les caloducs et le processeur, ce qui permet d'avoir un échange thermique, comme on dit, beaucoup, j'ai perdu mon mot, amélioré quoi, tout simplement. Et donc cette version-là, la version Evo, par rapport à la version Plus, la base est plane, au lieu d'être bosselée, parce que les caloducs étaient dépassés, en gros, de la base. Alors regardons ce qu'il y a marqué à l'arrière. Là vous pouvez voir en français, il y a marqué 2 tubes de chauffe à contact direct pour un contact sans soudure entre le CPU, unité centrale et le refroidisseur. J'ai rien compris. C'est n'importe quoi. C'est traduit n'importe comment. En gros ils veulent dire que les caloducs sont en contact direct avec le processeur pour ne pas mettre un intermédiaire entre, comme c'est ce que je vous ai dit avant en fait, mais c'est écrit n'importe comment, parce que la soudure, ça donne l'impression qu'on a besoin de souder le processeur à la carte mère. Je vais essayer de vous mettre ça assez près, tu me dis si c'est encore net. Ouais, encore net. C'est quand c'est un petit cornet. Possibilité d'ajout d'un second ventilateur à l'aide d'une fixation rapide pour ventilateur, bon à l'aide d'une deuxième fixation quoi, tout simplement. En fait vous avez un ventilateur du côté d'un côté du ventirad tout simplement, et vous avez un deuxième ventilateur qui n'est pas fourni avec, que vous pouvez fixer de l'autre côté, c'est-à-dire vous voyez un ventilateur ici, et là vous pouvez mettre un deuxième ventilateur, c'est-à-dire que là un qui souffle comme ça et l'autre qui aspire venant du truc pour souffler dans ce sens-là. Mais c'est un peu inutile si vous avez une boîte qui a un ventilateur de boîtier 12 cm comme celui-là, parce qu'il se trouvera pile là. Donc voilà, si vous avez une bonne boîte, disons adaptée, vous n'avez pas besoin de faire ça, ou en tout cas... Excuse-moi, c'est pour ça qu'ils le fournissent pas avec en fait. Oh non, mais c'est vraiment... Ça permet juste tout simplement de gagner 1 degré de plus, hein, de moins quoi. Ce qui est complètement inutile, en gros, dans la plupart des cas. Ensuite, il y a marqué ventilateur MLI à étendue large avec un design unique des pales. Pour information, ce genre de blabla marketing, je ne le comprends pas. Par contre, si je regarde en anglais... PWM, si c'est lisible, PWM je comprends, ça veut tout simplement dire que le ventirad, enfin le ventilateur du ventirad est thermorégulé. Par contre pourquoi ils l'ont traduit par MLI, c'est sûrement parce qu'ils ont retrouvé les mots d'origine et ils les ont traduits, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça rend le truc incompréhensible. Solution de montage tout en un polyvalente pour processeurs Intel et AMD, jusque là je comprends, ça veut dire qu'on peut le mettre n'importe où, et ça c'est tant mieux parce que ce truc là coûte environ, combien on l'a il a monté depuis qu'on l'a acheté, bon on va dire entre 32 et 28 euros, ça dépend si vous avez de la chance, sur Amazon en tout cas, c'est le prix auquel on peut le trouver. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, et donc ce truc-là, c'est un petit peu le meilleur que vous pouvez trouver, jusqu'à 50 euros à peu près. Ça sert à rien d'investir dans mieux que ça, entre guillemets mieux que ça, parce que vous tomberez sur pire, dans cette gamme de prix-là. Vous pouvez aussi trouver les Allman CNPS 10X, toutes les versions des CNPS 10X, parce qu'ils sont tous plus ou moins identiques à ce ventirad-là. Donc si vous pouvez les trouver moins cher, ça fait un petit peu d'économie, mais bon, si vous voulez taper sur une valeur sûre, en voilà une. Donc voilà, les sockets qui sont utilisables, les dimensions, si ça rentre dans votre boîte, regardez bien ces dimensions-là. Il y a marqué que la durée de vie à espérer de ce truc-là est de 40 000 heures, jusque là ça va, et le nombre de décibels vont de 9 avec le ventilateur au minimum à 32 avec le ventilateur au maximum, ce qui est vraiment très raisonnable. 31, pas 32.
oui, bon, disons 32 parce que... Vous savez, ça devient automatique chez moi. Je détecte le mensonge. Ça devrait être plutôt 35. J'avais vu un test de ce Ventirad sur internet et ils avaient mesuré 35. Donc, vous voyez un petit peu de mytho. Mais bon, jusqu'à 45 dBA, c'est-à-dire décibels, ça devrait aller. Ensuite, voilà, hop, ça va jusqu'aux 12 volts. Si votre carte mère est thermorégulée, permet la thermorégulation du ventilateur, ça ira jamais à 12 volts, donc c'est tant mieux. Donc ça ira jamais au nombre maximum de décibels. Ensuite, voilà, bon, des trucs qui servent à rien, c'est tant mieux. Et aussi le poids qui pèse, c'est-à-dire 104 grammes, ce qui peut être important parce que si vous avez une mauvaise carte mère, une carte mère bas de gamme et tout ça, certaines cartes mères, il y a marqué le nombre de grammes maximum que vous pouvez mettre au niveau du Ventirad. Ce truc-là fait pas partie des trucs les plus lourds, hein, mais certains peuvent peser jusqu'à 600 grammes, c'est-à-dire plus d'un demi-kilo. Donc voilà, hein, ça fonctionne pas par exemple sur une carte mère AS-ROC, genre le genre de truc micro ATX et tout ça, oubliez tout de suite. Mais ça devrait aller logiquement à peu près sur tout. Hop, on va l'ouvrir, enfin. Ah, hop. Oh bah tout vient avec. Je voulais juste enlever ça, mais c'est pas grave. Allez hop, on l'enlève. Vous pouvez voir la tronche du truc. On va commencer par les vis. Alors ici nous avons toutes les attaches, hein, très certainement deux types d'attaches. De la pâte thermique qui est donnée avec, mais j'ai ramené la très très fiable Arctic Ceramic 2 qui est, disons, un peu ce qui se fait de mieux. Franchement, ce truc là est totalement fiable. Là, pour information, entre une mauvaise pâte thermique et une bonne pâte thermique, pâte conductrice, vous appelez ça comme vous voulez en tout cas, il y a que 4 degrés de différence. Et entre de la mayonnaise et de la bonne pâte thermique, il y a qu'1 degré de différence. Et c'est même pas une blague, hein, vraiment de la mayonnaise, je dis pas de la connerie. Hein. J'approuve. Ah oui, bah le mien, j'en ai un qui tourne depuis presque 1 an à la mayonnaise, j'en ferai sûrement une vidéo. Donc, vous voyez, ça, c'est la fameuse base en question dont je vous parlais, les caloducs, c'est-à-dire ces trucs-là qui transportent la chaleur de la base aux pales, sont directement en contact avec le processeur, comme vous le voyez, avec des espaces entre ces caloducs quasi invisibles, contrairement à la version Plus, ça c'est la version Evo, donc la version Plus, elle, avait des espaces monstrueux de plus... 3 mm au moins entre chacun des trucs, c'était ridicule et ça faisait des gros trous, de la pâte conductrice tombée dedans, complètement stupide. Ouais, c'est pas con du tout de directement faire passer les caloducs, je sais plus comment t'appelles ça. Mais oui, les caloducs, oui, les caloducs. Directement avec le processeur, ouais, enfin en contact, oui, c'est franchement... L'autre, je crois pas qu'il rentre direct en contact, on va pouvoir comparer. Ah, non, mais le tien, je suis sûr qu'il rentre pas directement en contact, c'est une technologie qui a été inventée il y a très peu de temps, en fin de compte. Peut-être, ouais, en fait je crois que ça a été inventé par la première version du Hyper 212, si je dis pas de conneries, ou peut-être par un truc plus haut de gamme, mais qui a quasiment été totalement anecdotique. Et ce qui est génial en plus, c'est que ça coûte moins cher de faire comme ça, il suffit juste de bien polir, que de mettre un truc entre les deux, en plus j'y pense. C'est pour ça que ça coûte pas cher et qu'en plus c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc ça a peut-être été inventé par autre chose, mais ce truc-là était l'un des premiers, voire même peut-être le premier abordable à avoir cette technologie-là, et ça fait que à peine 3 ans qu'il doit exister, hein, celui-là. Donc, en tout cas, visuellement, je suis étonné, remonte-le. Vas-y, je suis étonné de la qualité du ventilo et de l'ensemble pour le prix auquel on l'a eu, quoi. Ah oui, non mais il y a des gens franchement qui achètent ça pour des configurations haut de gamme parce que ça sert à rien d'acheter mieux. D'ailleurs, Cooler Master, donc dans la marque, Cooler Master fait des versions plus haut de gamme. Si vous achetez n'importe quel Cooler Master mieux que celui-là, vous gaspillez votre argent, c'est leur meilleur au niveau qualité-prix. Ils en ont certains qui font 2 degrés disons de moins en moyenne, mais ils coûtent des fortunes et pèsent hyper lourd et font à peu près le triple niveau épaisseur. Ça rentrera pas dans toutes les boîtes et en plus de ça sera extrêmement lourd. Je déplacerai jamais une boîte dans des secousses avec un truc aussi lourd que ça de peur de péter la carte mère en deux. Hein. Celui-là, il n'y a pas de problème, mais les autres... C'est curieux qu'ils font un truc haut de gamme qui est pas plus performant que ce truc-là, alors que... Ah mais c'est le marketing, plus c'est gros, mieux c'est. C'est exactement ça en plus. Hein. Mais c'est vrai, hein. Alors vous pouvez voir un bref aperçu du Ventirad qui est là-dedans, intégralement en cuivre, avec un ventilateur au milieu. Ce truc-là doit peser plus lourd et doit être 2 fois moins efficace. Vous voyez, autrefois on s'amusait à mettre tout en cuivre pour faire en sorte que ce soit très efficace. Maintenant, on a décidé que le cuivre c'était pas très utile en fait, on met les pales en aluminium, mais on met des caloducs en cuivre et on arrive à mettre ça en contact et ça fait beaucoup mieux en fin de compte, pour moins cher et moins lourd.
Bon bah on va commencer à enlever le ventirad d'origine, enfin d'origine, c'est un PC qui a été monté soi-même, hein, c'est pas... Faut que tu dévisses là. Ouais bah je croyais que c'était des trucs qui se dévissaient à la main, mais non. Non, pas du tout. Parce qu'en fait je croyais que la longueur voulait dire, mais non c'est qu'il y a un ressort dessous. Bon bah allez, mais donc là, ça a besoin d'une plaque de fixation, celui qu'on a là. Ah oui, il a besoin d'une plaque de Ça va fixation à l'arrière, mais si tu te rappelles, ce boîtier a un trou. Oui, donc ils n'ont pas besoin de démonter la carte. Ah, mais oui, sauf que moi, quand j'ai monté le CNPS 10X, qui est pourtant de Zalman aussi, il a fallu que j'enlève la carte mère, enfin même si j'ai lutté pour ne pas le faire, parce que, eh bien, le trou était pas en face. D'accord, c'est con. Oui, c'est con. Oui. Alors quand vous le démontez, essayez de ne pas enlever toutes les vis du même côté d'un coup, faites ça en croix, vous savez, c'est toujours mieux parce que ça permet de rendre la pression plus, comment dire, uniforme. Répartie. Oui, mieux répartie, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Hop. Alors vous pouvez commencer par les desserrer, puis par les dévisser jusqu'au bout. Faites ça en 2 étapes, parce que certains ventirades ont tendance à appuyer tellement fort que ça bousille les cartes mères. Comme par exemple sur les Pentium 4, les ventirades qu'il y avait d'origine étaient particulièrement puissants. Hein. Comme ça, je vais pouvoir voir dans quel état il a la pâte thermique que j'ai mis il y a un mois. Ah bah tiens, bah on va pouvoir voir si tu as mis la pâte thermique comme il faut. Alors, attention, moment de vérité. Oh purée, ça colle. Oh mais c'est pas de la pâte thermique, c'est de la colle. T'es sûr que c'est bien dévissé? C'est bien sorti des... Regarde. Parce que ouais, bah ça bouge. Ils bougent tous, hein. Ouais, donc je peux le décoller. Ouais. Voilà. Très bizarrement réparti. Ouais, bah il y avait des trous. Il y a comme un trou, tu l'as étalé à la spatule, non? Non, j'y suis allé avec le bout du... Non mais tu l'as étalé donc. Ouais non mais je l'ai mis au milieu, tac, avec le bout de la... Et puis après, pof, j'ai mis le ventilateur. Non mais t'as fait une boule, c'est ça? Ouais, j'ai fait une boule. Ouais, c'est peut-être parce que ça appuyait tellement que précisément. Bah ça a l'air parce que ça a... Ouais, non, mais... extrémités. Par contre, c'est une pâte conductrice, celle-là, qui est extrêmement épaisse, et les meilleures pâtes conductrices, vous voyez, elles ne laissent pas une sorte de dépôt qu'on peut voir l'épaisseur. Là, on peut voir l'épaisseur du truc. Les meilleures pâtes thermiques sont celles qui sont fluides, comme par exemple la bonne vieille Arctic céramique, qui est pourtant un truc qui date de au moins 12 ans, et qui est encore ce qui se fait de mieux, parce qu'elle se répand parfaitement bien sur le truc, au lieu de faire, comme vous voyez, là, une grosse zone de gros pâtés, et au milieu, pratiquement plus rien, et une sorte de grosse épaisseur sèche au milieu. Elle est bizarre, cette pâte constructrice. Franchement, c'est pas ce que j'aurais recommandé, moi. Je sais plus c'est quoi la marque. Bah, j'en sais rien. Je vais pouvoir dire à mon pote que c'est de la merde. Oh, c'est pas de la merde, c'est, disons... c'est pas le meilleur. C'est moyen, quoi. Enfin, en tout cas, celle-là, c'est l'une des moins chères, en plus. Donc, si vous voulez la meilleure, voici l'une des moins chères. Enfin, c'est la meilleure à quasi rien. Elle est dans le top 5, pour information, des pâtes conductrices qui n'ont jamais été utilisées. Et la mayonnaise est dans le top 20. C'est pas une blague, hein. Il y a plein de pâtes conductrices qui se font battre par de la mayo. Donc ensuite, quand vous avez de la pâte thermique qui commence à être vieille, ou même pas, hein, juste de la pâte thermique et que vous devez en changer, parce que vous changez de ventirad et compagnie, et comme vous savez, comme je vous l'ai dit, il faut toujours la changer, eh bien, il va falloir l'enlever. Et quand je dis l'enlever, il faut l'enlever consciencieusement. D'abord, enlever le gros, et ensuite, vous utilisez de l'alcool ménager, et c'est pas d'en prendre de la parfumée, c'est qu'on a trouvé que de ça, de l'alcool ménager, c'est-à-dire de l'alcool à brûler, ce genre de truc. Quand ça va chauffer, ça va sentir bon. Ça va sentir la vanille. Non, normalement, il faudrait essayer qu'il n'y en ait pas de résidus. Oui, donc voilà, pour laver au mieux l'ancienne pâte thermique, parce que même quand on la voit plus, il peut en rester des petites granules qui sont restées coincées à l'intérieur des fibres, des différentes... dans la carte mère. Oh, c'est pas grave, un postillon dans la carte mère. Ça va s'évaporer. Du moment que c'est pas dans un connecteur, et même si c'était dans un connecteur... De toute façon, vu qu'il est éteint, Non, mais je veux dire que si ça tombe sur un connecteur, ça va légèrement le salir. Donc voilà, bah là, il faut... Si on a un problème, il faut le nettoyer. Donc comme vous voyez, ça finit par partir vite. Mais c'est pas de la pâte conductrice, ça, hein, c'est de la gadoue conductrice. Hein. Franchement, c'est très épais ce qu'ils ont mis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait très longtemps que les pâtes thermiques sont plus du tout épaisses, hein. Elles sont très fluides parce qu'ils se sont rendus compte que ce qui était important avec la pâte thermique, c'est pas qu'elle soit conductrice de chaleur, c'est qu'elle comble le plus possible toutes les fissures. Donc maintenant qu'on a enlevé toute la crasse pour ne pas se bousiller les doigts en passant ses mains dessus par inadvertance, eh bien on va, après avoir enlevé aussi un peu de poussière, enlever le socle de l'ancien ventirad. Hop, on va voir, vu que cette boîte logiquement a une fonction particulièrement pratique, on va enlever la plaque, et normalement il y a une petite trappe avec de la chance qui sera alignée avec les fixations. Si ce n'est pas le cas, bah là on est un petit peu dans le caca, et on va devoir passer beaucoup plus de temps là-dessus. Ouf. Tac. Alors vous voyez maintenant les fixations, pas de problème, l'intégralité est
accessibles, donc c'est parti pour les enlever, hein, tout simplement. Non, traduction, on mettra que 20 minutes. Au lieu d'une heure. Oui, oui, traduction, oui, c'est exactement ça, oui. On va gagner énormément de temps rien que parce que cette ouverture est alignée comme il faut. Oh, yes. Eh ben, il est parti tout seul. Oui, il est parti tout seul. Allez hop. Tiens, Paul, mets ça avec le reste. Donc vous voyez, voici la fameuse plaque qui se met à l'arrière. On sait pas trop dans quel sens ça va. Je suppose que chez AMD elle va dans un sens et chez Intel elle va dans l'autre. Visiblement ce renfoncement est fait exprès pour pouvoir faire passer cette fameuse plaque en métal. En fait, chez Zalman par exemple, ils ont créé un système qui appuie à cet endroit-là pour simuler en fait ce que fait cette plaque en métal, mais qui est fourni en fait avec le ventirad quoi. Là Intel le fournit direct parce qu'ils ont compris sûrement que c'était trop fragile à cet endroit-là. Donc tant mieux, pourquoi pas, ça nous fait faire des économies. Alors pour une raison qui nous échappe, nous avons deux manuels d'emploi qui est donné avec ce ventilateur qui ont l'air d'être strictement identiques. Donc le mode d'emploi nous décrit déjà les pièces que l'on a, etc. Il y a plusieurs sections. Comme vous voyez, il y a une section pour les processeurs Intel comme on est en train de monter, c'est-à-dire 1366, ça c'est celui-là, 11000, enfin bon bref, tous ces sockets qui sont Intel actuellement, à part, il y a aussi le vieux, donc tous se montent de la même façon a priori. Ensuite, il y a le 2011, ça il me semble que c'est les très hauts de gamme de chez Intel, ceux qui ont Seeker par exemple, ce genre de truc. Et ensuite, il y a tout ce qui est AMD qui se monte aussi de la même façon. Donc ça semble particulièrement simple parce que je me rappelle que le Zalman, c'était une façon d'installer par socket, c'était absolument indéchiffrable. Donc on va voir ce qu'on nous dit de faire. Donc première chose à faire, il faut utiliser les vis bizarres là, qui permettent de visser d'un côté puis de l'autre. Je suis pas du tout dans la caméra, j'essaye de viser, je sais pas pourquoi, le viewfinder. Alors voilà, on en a plusieurs sortes, c'est bizarre, on en a des plus hautes que d'autres. Voilà, hop, celles-là qui sont très longues, celles-là sont plutôt courtes. Donc, maintenant c'est la fameuse étape où on a besoin d'être deux. Alors la première chose à faire, comme vous voyez, il y a les trous. Vous prenez, hop, ce que vous pouvez. Et attendez 2 secondes, on regarde où c'est ça s'aligne de toute façon. Hop. Et ensuite on va visser tout ça. Alors à quel trou ils disent de le visser? Ils disent que pour c'est le dernier trou. Ok, d'accord. Donc ça s'aligne avec le dernier. Voilà, alors vous voyez un petit peu le truc. Là je mets les vis longues, parce que c'est celles qu'il faut utiliser pour les processeurs Intel, sauf les très haut de gamme. Et hop, je les mets comme ça. Il les met comme ça. Ensuite, étant donné qu'ils sont pas fait chier et qu'ils ont utilisé des écrous normaux, on met un écrou ici, hop, quand on peut, pas facile. Si on peut. Voilà. Et on en met un chaque truc. C'est vraiment des écrous, tout ce qu'il y a de plus simple. Et fait tomber un des trucs, c'est pas grave, on le repêchera plus tard. Tac. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment stupidissime au niveau de la conception là, à ce niveau-là. C'est même un petit peu simpliste. On aurait aimé qu'ils fassent comme Zalman avec leurs espèces de vis qu'on peut tenir d'une main pendant qu'on visse de l'autre, avec une accroche en plastique. Enfin, comment expliquer ça? Ils avaient fait des accroches en plastique crantelées qu'on puisse tenir avec les mains bien comme il faut. Là, on est vraiment obligé d'utiliser une clé si on veut faire les choses bien. Et d'ailleurs, ils en fournissent une clé comme ça qu'on peut utiliser avec un tournevis simple à cet endroit-là, vous voyez. Et hop, en mettant cette espèce de petite clé, cet embryon de clé, hop, on la met comme ça. C'est pas bête du tout. C'est pas bête, et ça coûte rien en plus à fabriquer. Donc c'est pas mal. Et hop, vous voyez, en utilisant ce truc-là, je le mets comme ça, je tiens le machin de l'autre côté, j'arrive d'ailleurs pas à le trouver avec mes doigts. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà, je tiens d'un côté, je tourne de l'autre, et hop, ça serre comme il faut. C'est vraiment idiot, mais c'est génial. Ce qui est bien, c'est que ça leur permet de faire des économies sur des écrous à 2 balles, et donc du coup de faire le truc moins cher, etc. C'est plutôt pas idiot, je trouve. Donc si ça permet de le rendre moins cher, et pas forcément plus difficile à monter, moi je dis que je suis d'accord.
Ah oui, donc cette plaque, si vous vous demandez pourquoi on vous fait mettre une plaque comme ça et pas juste on vise directement avec les écrous à l'autre bout, c'est tout simplement parce que ça rigidifie la carte mère. C'est beaucoup plus intéressant, surtout quand le ventirad est lourd et que donc il penche dessus. Tout ça, ça permet d'avoir un beaucoup plus gros bloc de carte mère qui est pris avec et de le faire en carré comme ça, uniforme. Et donc, quand on appuie sur le processeur, il n'y a pas une partie qui va faire ça, quoi. Et puis voilà, il y a déjà eu beaucoup d'accidents, notamment avec les ventirad sur Pentium 4, et donc du coup ils n'avaient pas encore inventé ces systèmes de fixation en croix à l'arrière du processeur, et c'était une catastrophe. Il y avait beaucoup de cartes mères qui étaient bousillées parce que la pression était trop forte, ça faisait voûter la carte mère derrière, une vraie merde. Alors une fois que vous avez fixé tout le support, eh bien nettoyez à nouveau le processeur, parce que, et puis avec de l'alcool ce coup-ci, parce qu'avant c'était juste pour pas se tacher les doigts, là maintenant... Parfum vanille, attention. Oui, alcool, parfum, vanille. Oui, c'est indispensable. Non, je déconne. Non, là, c'est vraiment stupide. Vaut mieux essayer de trouver l'alcool le moins dénaturé possible. L'alcool médical, c'est encore ce qu'il y a de mieux parce que, eh ben, ça contient que de l'alcool. Alors, enfin, de l'alcool. Non, un peu de parfum. Quand je dis parfum, c'est pas un parfum qui sent bon, c'est juste un truc pour donner envie de ne pas le manger. Non, enfin, de pas le boire, en l'occurrence. Et donc, voilà, bah... Ah bah oui, il y en avait beaucoup qui s'amusaient avec l'alcool médical à se créer leur propre pastis ou ce genre de truc. Donc du coup, ils se sont mis à le dénaturer exprès pour pas qu'on fasse des utilisations un petit peu aléatoires du truc. Parce que 90 degrés d'alcool, c'est beaucoup. Alors vous nettoyez bien, et quand je dis nettoyer bien, eh ben, il faut vraiment que ce soit nickel. Pas une poussière, rien du tout, parce que tout ce que vous emprisonnez entre le processeur et le ventirad, c'est pour toujours. Alors, hop. Jusqu'à la prochaine fois où vous enlèverez la pâte thermique. Quoi. Oui, exactement, voilà, mais c'est ça le truc. Mais encore pire, s'il y a une imperfection dedans, genre un cheveu ou je sais pas quoi, il risque d'être imprimé à l'intérieur de la base du ventirad. Surtout si elle est en cuivre, parce que le cuivre c'est un petit peu mou. Vous savez, c'est un peu comme l'or, tous ces métaux-là. Quand on appuie dessus, et ben, ça laisse une empreinte. Et donc, vaut mieux que ce soit bien lisse et propre. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le fond, même quand c'est neuf. Hein, c'est toujours une bonne idée de nettoyer le fond avec un truc propre, hein, bien entendu. Hein. D'ailleurs, je vois que c'est peut-être neuf, mais il y a une petite tache. Hop, des fois on sort un petit peu de gris ou de je sais pas quoi. Faut vraiment essayer de faire en sorte que ce soit bien lisse. Là voilà, nettoyez ça avec quelque chose d'à peu près convenable. Si c'est vraiment crade et que c'est collé et tout ça, vous pouvez utiliser notamment, ça peut aller si c'est la base du ventirad, je suis pas du tout dans le cadre, la base du ventirad, vous pouvez utiliser par exemple du diluant par exemple, ça peut être pas mal. C'est vraiment le truc à utiliser en dernier recours, c'est vraiment ça passe pas, ça veut pas se nettoyer, c'est pas mal. Bon, la base était relativement propre à ce que je vois pour un ventirad neuf, c'est bien je trouve. D'ailleurs ils avaient mis un truc comme vous avez vu pour faire en sorte que ça ne s'encrasse pas pendant le transport. Ça c'est plutôt une bonne idée. Franchement j'en ai retiré un mouchoir tout propre, je suis bien content de moi. Alors ensuite, la bonne technique pour mettre de la pâte thermique quand c'est un processeur est aussi gros, si c'est un truc un peu petit, vous savez comme les processeurs d'ordinateur portable, vous avez un petit truc de 1 cm sur 1 cm, faites une petite boule au milieu. Sinon, une bonne technique c'est de commencer par, vous avez quelques millimètres du coin, et vous faites, hop, attendez, j'essaye d'y voir quelque chose, sans obturer votre vue, voilà, et vous faites une croix. Alors cette pâte thermique est pas hyper liquide, donc je vais appliquer une certaine pression. Voilà, une petite croix. Là, partant des coins. Et normalement, ça permet de répandre le tout comme il faut. C'est pas grave si c'est mal foutu, hein. Voilà. Et moi, je m'amuse à mettre une petite bille là où c'est le plus espacé. On sait jamais ce qui peut se passer entre les deux. Voilà, c'est ma technique pour en utiliser le moins possible, parce que tout ce que vous utilisez en trop sera chassé tout autour. Et surtout, c'est une technique pour s'assurer qu'il y en ait vraiment partout. Alors vous voyez que c'est un petit peu la merde, hein, c'est normal. C'est pas fait pour être une œuvre d'art. De toute façon, une fois que ça sera écrasé... Bah oui, exactement, une fois que ce sera écrasé... ça sera écrasé. Bah ouais. Alors, comme vous appuyez pas beaucoup en faisant ça, eh bien vous pouvez faire un test, hein. Vous appuyez un tout petit peu, vous le ressortez, et vous voyez ce qui s'est passé, et comme vous voyez, ça commence à s'écraser bien comme il faut, donc vous savez que
on est sur la bonne voie. Et quand on continue à écraser, on voit bien que c'est en train de disperser le truc. Donc une fois que ce sera vissé, ça fera une telle pression que ça aura éparpillé tout le bordel. Ah oui, alors faut mettre chacune des vis, et je crois que je suis tout flou, non, regarde le témoin, au bon écartement, et pour faire ça, il faut tirer dessus, et ensuite le positionner au bon. Pour ce processeur-là, il faut le mettre tout au bout. Donc on va faire ça, hop, on les met comme il faut, parce que c'est pas facile à faire après. Donc faut faire ça avant, à ce que je viens de voir. Hop, donc là on a 2-3 comme il faut. Pour la faire rentrer, il faut la mettre comme ça. Je rapproche ce truc. Et je suis en sueur. Et hop, on rouvre ce truc. On le cale comme il faut. Et c'est parti, on va visser. Alors pour visser, il faut visser comme j'appelle la technique en croix. Et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que je vois que le constructeur a mis dans la notice, même si j'ai eu des grosses difficultés à le comprendre, qu'ils essayaient de nous expliquer qu'il fallait le faire comme ça. C'est-à-dire en faisant, je sais pas si on arrive à bien le voir à la caméra, en faisant tout d'abord les deux d'un côté, puis les deux de l'autre, pour en gros ne pas répartir la pression comme on veut, et de la bonne façon. Ah, je cherchais mon tournevis, pas la notice. Voilà. Et donc c'est parti pour commencer par le côté. Un côté, voilà, hop hop hop. On commence un petit peu. On visse pas jusqu'au bout, hein. Là je crois que j'ai vissé un peu trop loin, mais à cause du ressort, ouais, voilà. J'ai vissé un peu trop loin parce qu'à cause du ressort, je voyais pas jusqu'où ça allait, parce que la vis est assez difficile à comprendre. Il y a un gros bout qui dépasse, malgré tout. Voilà. Ça c'est vissé. De l'autre côté, c'est à peu près vissé. Maintenant on fait pareil avec l'autre diagonale. On n'est pas du tout aligné. Voilà, c'est bon. Faire en sorte que ça bouge pas, hein. Sinon ce serait la loose. Et voilà, maintenant qu'on a fait la première diagonale, on serre la deuxième, ensuite on serre tout, et malheureusement je vois que ce système de fixation est un petit peu lâche. Comme vous le voyez, il y a du jeu. Alors faut que j'essaye de comprendre pourquoi. Parce que c'est pas normal. Donc on va voir si maintenant ça bouge plus. Peut-être qu'elle a du jeu quoi qu'il arrive, hein. Mais ça serait con. C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc qui peut vous faire perdre de la température, ça. Parce qu'au moindre choc, si ça se met à bouger et que la pâte thermique est sèche, bah là vous êtes un petit peu dans le caca. Parce que tout vient de se perturber et là vous vous retrouvez à nouveau avec des espaces en gros qui ne sont plus bien refroidis sur le ventirad, en dessous du ventirad quoi. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Enfin bon bref, on va pas juger le produit maintenant, on n'a pas fini. Bon bah juger, là-dessus il y a du jeu. Ça c'est vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout. Si quelqu'un a compris ce qu'on a fait de mal, qu'il puisse le dire dans les commentaires, même si franchement, après tout ce que j'ai pu regarder, je pense que j'ai rien fait de mal. Si je trouve après coup ce qui ne va pas, et si ça a vraiment un impact, hein, ça on verra ça plus tard, eh bien je ferai un petit addendum rectificatif à la fin de la vidéo, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est attaché. C'est tout con à attacher visiblement, vraiment tout bête. Ça se clip tout bêtement, c'est ça? Ouais, ça se clip, ça. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à brancher ça. Comme vous voyez, c'est une prise à 4 fils. Ça veut dire qu'elle est compatible avec la thermorégulation de certaines cartes mères qui empêchent de mettre la thermorégulation si vous avez un fil de ventilateur qui n'en a que 3. Et ça, c'est un peu con. Certaines cartes mères ont ce problème-là. D'autres ne l'ont pas. Mais ceux qui ont ce problème-là, donc bah, voilà la solution. Achetez un ventilateur qui utilise 4 fils. Et voilà, bah, je crois qu'il n'y a plus qu'à brancher ça et avoir les températures. Et donc, bah voilà, hein, je pense qu'on peut vous dire salut à tous et à la prochaine. Et on vous fera un petit addendum si on a un problème de température à la fin. Alors je vous avais promis un petit addendum à la fin si j'avais quelques trucs à rajouter. Eh bien, en fin de compte, je n'ai pas grand chose à dire de plus, étant donné que le problème du ventirad qui tournicote sur lui-même est un problème que tout le monde s'est accordé à dire pour penser que c'était tout simplement normal et que c'était un problème, un défaut de ce ventirad-là. J'ai fouillé tout internet et tout le monde dit la même chose, donc visiblement, bon, c'est pas dramatique, c'est juste comme ça qu'il est fait. Et ça, si vous aimez pas, bah achetez un ventirad Zalman, il coûte à peu près le même prix, ils ont une meilleure attache. Bon, une attache peut-être encore plus chère
chiante à mettre. Par contre, elle n'a pas ce problème. Sinon, du côté des températures, alors là, on est du même niveau qu'un bon Zalman actuel, c'est-à-dire enfin du même prix quoi à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport au Ventirad qu'il y avait avant, on a gagné 10 degrés, c'est absolument excellent. Et après avoir attendu un petit moment, le temps que la pâte thermique s'étale bien comme il faut, c'est-à-dire au bout d'1 ou 2 semaines, parce que l'Arctique céramique est connu pour mettre très longtemps à s'étaler comme il faut, eh bien on est à peu près dans les 14-15 degrés de moins, donc ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, la pâte thermique qu'il y avait avant avait peut-être aussi un rapport avec l'écart de température monstrueux que nous avons actuellement, parce que normalement l'écart de température entre le Ventirad qu'il y avait avant et le Ventirad qu'il y a maintenant n'est que de 7 degrés, alors arrivé à 14 degrés, je pense que la pâte thermique a un rapport là-dedans. Donc en conclusion, utilisez la pâte thermique qui est donnée avec le Ventirad, ou utilisez de l'Arctique Céramique 2 à la limite, mais n'utilisez pas des saloperies, vous savez, genre marketing avec dedans de la poudre d'argent ou ce genre de conneries. Ces pâtes thermiques là sont souvent les pires du marché, donc utilisez ce qui est donné avec le Ventirad. À la limite, entre l'Arctique Céramique et ce qui est donné avec le Ventirad, peut pas y avoir plus de 3 degrés de différence, donc ça c'est pas bien grave. Par contre, entre de la pâte conductrice, que j'appellerais de la pâte conductrice marketing, et de la bonne pâte conductrice, la vraie bonne pâte conductrice, il peut y avoir énormément de différences, et là, vaut mieux utiliser de la mayonnaise. Allez, salut à tous et à la prochaine!